Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre édition afin de parler d'un sujet très important. Nous allons parler de l'enseignement, surtout l'enseignement supérieur, et cela dans le cadre d'un forum qui a été tenu aujourd'hui ou qui a été inauguré aujourd'hui sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Nous allons parler de l'importance de l'enseignement pour le développement durable et quelles sont les étapes accomplies par l'Égypte jusqu'à maintenant afin de pouvoir vraiment intégrer la nouvelle génération dans le marché du travail international et afin de répondre aux besoins de ce marché. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté ce matin au Forum mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et cela à la nouvelle capitale administrative. Cette conférence ou ce forum se tient du 8 au 10 décembre et le chef de l'État a également pris part à la conférence de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ICESCO. Un commentaire de Sarah Al-Maghrabi et plus de détails. Deuxième édition du Forum mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a eu lieu ce matin à la nouvelle capitale administrative avec la présence du président Abdel Fattah el-Sisi et une kyrielle de hauts responsables égyptiens, arabes et africains. Le forum se tient en coïncidence avec la conférence générale de l'ICESCO. Le président el-Sisi, qui a effectué une tournée au sein de l'exposition tenue en marge du Forum mondial de l'enseignement supérieur à la nouvelle capitale administrative, a également suivi une explication sur les modes de modernisation et de développement de l'enseignement aux universités dans le but d'améliorer le classement de celles-ci sur les classements mondiaux. Lors du colloque Les défis des emplois de l'avenir en marge du forum, le chef de l'État a dit que les interlocuteurs qui ont pris la parole au cours du Forum mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont une vision futuriste très évoluée, notamment lorsqu'ils ont parlé de la science et des connaissances sur le plan mondial ainsi que progrès de l'éducation prévue au cours des années prochaines. Le président el-Sisi a souligné que la vraie connaissance et la qualité d'éducation sont des trésors dissimulés. Et pour avoir une éducation de qualité, cela exige des potentialités économiques pour que les pays puissent l'assurer. Il a expliqué que les universités mondiales exigent des tests pour évaluer le niveau des étudiants avant d'y accéder. Le président el-Sisi a affirmé que les talents sont égaux et il n'existe point de nation où les talents sont meilleurs ou plus qu'une autre, mais ce sont les ressources plutôt qui sont différentes. Il a révélé que l'Égypte assure 100 opportunités gratuites pour recevoir une éducation dans les universités mondiales. Le chef de la République a également expliqué que les universités mondiales exigent des tests pour évaluer le niveau des étudiants avant d'y accéder. C'est vrai que l'enseignement vraiment est un des piliers de la stabilité et ce thème a été discuté lors de la conférence ou du sommet concernant le terrorisme qui est en cours actuellement au Sénégal. Notre envoyé spécial, Hani Farah, qui se trouve à Dakar, a eu cet entretien avec M. Charles Fries, secrétaire général adjoint de l'Union européenne. Regardons ensemble. En marge de cette 7e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité, nous essayons toujours de faire une sorte de couverture tout à fait spéciale à cette édition. C'est pourquoi nous avons actuellement l'honneur d'avoir avec nous M. Charles Fries, c'est le secrétaire général adjoint de l'Union européenne. Monsieur Charles, vous êtes le bienvenu sur NAL TV International. Bonjour. Bonjour monsieur. Permettez-moi de vous poser cette première question, c'est l'importance et le temps même de tenir une 7e édition de ce forum. C'est effectivement très important pour l'Europe d'être présente à ce forum de Dakar. Une excellente initiative lancée il y a quelques années déjà par le président Macky Sall.
Hier, il y avait le président du Conseil européen, Charles Michel, qui a participé à ce forum, parce que pour nous, ce forum, c'est un moyen remarquable pour écouter et mieux comprendre les besoins et les attentes des pays africains en matière de paix et de sécurité, et de voir comment les Européens peuvent accompagner les Africains dans cette quête de plus de sécurité, parce que ce qui se passe en Afrique, ça a un impact direct sur nous. Ouais. C'est pourquoi M. Charles Michel, hier, par exemple, c'est le président du Conseil européen, a dit qu'il faudrait avoir une sorte de terrain ou nouveau terrain de partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne. Donc, quels sont les grands contours à attendre à partir de telles déclarations faites par M. Charles Michel, notamment si on va parler de ce qui se passe ici sur le terrain au niveau sanitaire, au niveau sécuritaire? Alors au niveau sécuritaire, nous faisons déjà beaucoup en Afrique. Nous avons au total dans le monde 18 missions et opérations militaires et civiles de l'Union européenne. Et sur ces 18 missions, il y en a 11 qui sont sur le continent africain. Au Sahel, au Mozambique, en Somalie, en RCA, en Libye, au large de la Libye. Donc nous sommes extrêmement actifs. Mais nous voulons faire plus, parce que nous pensons qu'il faut accompagner encore plus fortement les pays européens, s'ils le souhaitent bien sûr, mais nous savons qu'ils sont très demandeurs, parce que je pense sincèrement que l'Europe est le partenaire de référence de l'Afrique. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand le mois dernier, nous avons présenté une boussole stratégique pour l'Union européenne, pour que l'Union européenne soit un acteur de sécurité encore plus robuste et efficace, nous avons une forte dimension, nous avons posé une forte dimension avec l'Afrique. Par exemple, en proposant à l'horizon 2025 une capacité de déploiement rapide de l'Union européenne jusqu'à 5000 hommes. Et je pense que cette capacité de déploiement rapide pourrait s'appliquer en particulier sur le continent africain, pour venir en aide à des pays africains qui seraient par exemple l'objet d'une déstabilisation. Vous avez écouté bien sûr les critiques qui ont été lancées à partir de leaders africains hier dans la séance inaugurale en ce qui concerne la présence militaire ou la présence sécuritaire des Européens, notamment des Français, mais ce n'est pas efficace sur le terrain. Donc vous avez des réponses à faire. D'abord, la France et l'Europe est présente au Mali à la demande des autorités maliennes. Et nous faisons ça aussi en étroite coopération avec la force des Nations Unies, la MINUSMA. Deuxième point, nous avons enregistré de gros succès ces derniers mois contre les principaux leaders des deux grands groupes terroristes qui sévissent hélas au Sahel. Mais nous savons que c'est un combat difficile et c'est pourquoi il y a ce lien entre l'action militaire menée par les forces armées du Mali, en soutien avec le soutien des forces du Sahel, et la communauté internationale est là pour appuyer, épauler tous ces efforts. C'est un combat de longue haleine, c'est clair que c'est difficile. L'Europe est très présente pour la formation de l'armée malienne et plus généralement de l'armée du Sahel. Et les forces françaises sont là aussi pour poursuivre le combat contre le terrorisme. Donc c'est un combat collectif. Moi, ce que j'aimerais aussi ajouter... Pardon ? En fait, deuxième point sur lequel il y avait des critiques très acerbantes de la part des leaders africains, c'était ce qu'on appelle une discrimination en ce qui concerne la distribution des vaccins à l'égard aux niveaux africains. Donc, comment vous avez vu même les réponses ou l'intervention de la part des leaders européens comme monsieur le ministre français des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, ou la ministre des Armées françaises. Oui. Même M. Charles Michel, le président du Conseil européen. Écoutez, s'il y a un continent quel est le continent au monde qui a fait le plus pour l'Afrique, c'est l'Europe. Nous sommes le premier pourvoyeur de vaccins. Bien sûr, nous aimerions en donner plus, mais nous sommes un très gros contributeur de l'initiative COVAX. Par ailleurs, nous sommes en plein soutien des initiatives africaines pour produire localement des vaccins. Et c'est pour ça que hier, le président Michel a aussi voulu visiter ce projet de l'Institut Pasteur, parce que nous pensons très important
de pouvoir que les pays africains puissent développer eux-mêmes leur propre production. Il y a des projets au Rwanda, au Kenya, au Sénégal, au Ghana. Tout ceci est absolument essentiel. Donc nous sommes tout à fait à la pointe de ce combat. Nous comprenons les frustrations et l'impatience des pays africains pour pouvoir vacciner davantage, parce qu'il est clair que nous n'arriverons pas à sortir de cette pandémie si le monde entier n'est pas vacciné. Mais encore une fois, il y a les vaccins, mais il faut voir aussi la qualité des systèmes hospitaliers, comme l'a dit d'ailleurs, les infrastructures, et comme l'ont dit aussi plusieurs dirigeants africains, il faut avoir les vaccins, mais il faut aussi que les gens acceptent de se faire vacciner. Ouais. Et le président du Sénégal, je crois, a cité malheureusement le fait qu'hier, il mentionnait le fait qu'il avait beaucoup de doses de vaccins, ouais, mais qu'elle ne trouvait pas preneur, parce qu'il faut aussi convaincre les populations. Dernière question pour clôturer cette interview très intéressante, c'est la relance économique au sein et l'émergence économique au sein de l'Afrique. Comment vous allez apporter plus d'assistance, plus d'aide pour arriver à ce but? Oui. Alors ça sera un des sujets qui sera discuté au sommet Union européenne-Union africaine de février prochain à Bruxelles. Nous pensons que dans l'avenir du continent africain, il y a la transition verte, la transition numérique. Il y a ce grand projet aussi qui a été présenté par la Commission européenne sur qu'on appelle en anglais Global Gateway, donc ces grands couloirs d'infrastructures que nous voulons financer, en particulier sur le continent africain, pour ne pas laisser uniquement la Chine agir avec son projet de route de la soie. Donc voilà, il y a toute une série d'initiatives, le développement, parce qu'on sait que la sécurité c'est bien, mais il n'y aura pas de sécurité s'il n'y a pas non plus de développement, et vice-versa. Ouais. Donc le sommet le développement, c'est la base. Ben, je pense qu'il faut faire des projets structurants, le numérique, la transition environnementale, les infrastructures et bien sûr la jeunesse. Il y aura des projets aussi pour faciliter la formation en Afrique avec les meilleurs enseignements possibles, avec l'aide des Européens, pour que la jeunesse africaine ne soit pas obligée à chaque fois d'aller en Europe ou aux États-Unis pour se former, mais de se former sur place avec le meilleur de ce qu'on peut leur apporter. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup. Merci. C'était notre envoyé spécial Hani Farag qui se trouve actuellement à Dakar et une interview avec M. Charles Friis, secrétaire général adjoint de l'Union européenne au cours de cette 7e forum de Dakar. Et on retourne encore une fois au Caire et notre sujet principal pour aujourd'hui qui est le 2e forum mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le ministre de l'enseignement supérieur a assisté bien sûr à l'inauguration et a donné un discours au cours duquel il a parlé de ses auspices du président Assisi et également il a parlé de l'accueil de l'Égypte de la 14e session de la conférence de l'ICESCO. Plus de détails à travers ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a écouté une explication donnée par le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Khaled Abdel Ghaffar, autour du développement d'un certain nombre d'universités, dont à leur tête est l'Université Masr pour l'informatique. L'Université Masr pour l'informatique a conclu des protocoles de coopération avec une des universités américaines les plus éminentes dans le domaine des communications, a révélé Dr Abdel Ghaffar, affirmant la présence d'une coopération continue avec les universités mondiales à travers les plateformes différentes et les éditeurs. Une plateforme en langue arabe a été introduite pour inclure les recherches des facultés de droit et de lettres, a-t-il indiqué. Le ministre de l'Enseignement a affirmé dans son discours que l'organisation par l'Égypte du Forum mondial de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et de la 14e conférence générale de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ICESCO, vient pour confirmer sa place dans le monde entier. Il a souligné que ce forum examine les besoins des marchés de travail locaux et internationaux à la lumière des répercussions de la pandémie du coronavirus et des compétences de la demande d'emploi sur le marché du travail,
imposées par les 4e et 5e révolutions industrielles. Le forum, dans sa 2e édition, a abordé de nombreux thèmes importants, notamment l'avenir du travail, préparer et former les étudiants à l'avenir des métiers, l'état de préparation des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique pour la 5e révolution industrielle, la transformation numérique et les questions en relief telles que l'inclusion, l'accès et la durabilité. Cette 2e édition s'est penchée sur la jeunesse et son rôle comme déterminant majeur, la vision des institutions éducatives. Le forum rassemble des experts internationaux, notamment des universitaires, des professionnels internationaux, des hommes d'affaires et des jeunes, ainsi que de nombreuses personnalités publiques. Aujourd'hui, la nouvelle capitale administrative a accueilli l'inauguration du 2e forum mondial qui porte sur l'enseignement supérieur et également la recherche scientifique. Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à cette inauguration. Il a également assisté à la conférence concernant l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ICESCO. Bien sûr, l'enseignement est un des piliers du développement durable, est un des piliers de la vision de l'Égypte 2030. Monsieur le Président accorde une importance accrue à la jeune génération et également à la réforme de l'enseignement en ce qui concerne l'enseignement au sein des écoles égyptiennes et également l'enseignement universitaire. Afin de mieux parler de ce dossier, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Inès Anwar, enseignante. Bienvenue à notre programme. Merci. Quand on commence à parler d'un tel forum, on parle de la 2e édition de ce forum concernant l'enseignement supérieur et également la recherche scientifique. Cette édition porte le titre de Vision de l'avenir. Vision de l'avenir, c'est l'avenir de l'Égypte et la vision de l'Égypte 2030. Au cours de cette vision, nous avons vu que Monsieur le Président a présenté l'éducation, l'enseignement comme un des piliers du développement durable pour l'Égypte. Selon vous, comment un forum pareil peut-il venir s'ajouter comme un pas, une étape afin vraiment de réaliser ce plan ou cette vision de l'Égypte 2030 ? En effet, depuis l'arrivée du président et depuis le lancement du slogan de sa présidence, la Nouvelle République, l'État a concrétisé ses orientations et a défini ses priorités, dont l'enseignement et l'éducation comme priorité. Je pense que la tenue de cette conférence vient réaliser deux profits pour l'État égyptien. D'abord, cela concrétise la volonté de l'Égypte à améliorer son système d'enseignement supérieur, son système généralement de l'éducation à partir de la maternelle et jusqu'à l'université et même les études post-universitaires. Et également, ça reflète la confiance que fait, bien sûr, il faut citer que les assises de ce forum se tiennent en parallèle avec la tenue de, comme vous venez de dire, la 14e session de l'Organisation des sciences de la culture, l'ICESCO. Et donc, cela représente également la confiance que fait l'organisation à l'Égypte et à sa vision et à son orientation. Ça, c'est primo. Secondo, le secteur a témoigné depuis le lancement de ce que je viens de dire, la Nouvelle République, a témoigné de plusieurs réalisations, à savoir par exemple l'augmentation ou la création de nouvelles universités, de nouvelles facultés, il y a les instituts supérieurs, la tentative d'assurer l'adaptabilité de l'enseignement avec le marché du travail. Et bien sûr, et cela constitue un point très important, le marché du travail. Oui. Parce qu'aujourd'hui, avec la 5e révolution
industrielle et avec le progrès scientifique et avec le rythme très rapide de l'enseignement et du progrès scientifique et le numérique qui a envahi notre monde de plus en plus, surtout à la lumière de la pandémie du Covid-19. Donc le marché du travail, il y a une sorte de métamorphose dans ce marché de travail, de nouveaux métiers qu'on appelle les métiers du futur. Oui. Et donc nous avons besoin d'adapter les diplômes, d'adapter le système d'enseignement avec ces besoins du marché du travail. Oui. Alors, dans ce cadre, on a vu des programmes qui sont introduits actuellement au sein de l'enseignement égyptien, que ce soit pour l'enseignement secondaire ou à l'université. Ce sont des programmes d'éducation et d'enseignement technique, tout à fait adaptés au marché du travail, mais qui méritent également que la population elle-même soit convaincue par l'importance de tels programmes techniques. On a vu un changement de point de vue de la jeune génération, les jeunes entrepreneurs, des start-upers dans plusieurs domaines, et ce sont des domaines demandés pour le développement en Égypte et également sollicités sur le marché du travail international. Comment voyez-vous ces programmes d'éducation et d'enseignement technique actuellement en Égypte? Comme je viens de dire, l'Égypte travaille sur plusieurs axes dans le domaine ou dans le cadre de l'enseignement et de l'éducation. Et donc, parmi ces axes, c'est le développement de l'enseignement professionnel, l'enseignement technique, et de changer même la vision de la population, des jeunes et de toutes les personnes concernées vis-à-vis de ces filières qui étaient à l'époque, ou il y a quelques années, c'est pas si loin, qui étaient sous-estimées, si on peut le dire. Mais maintenant, à travers les campagnes de sensibilisation qui sont lancées dans les médias, dans les réseaux sociaux, à travers les programmes qu'élabore le ministère de l'Enseignement supérieur et même de l'Éducation, et le ministère de l'Éducation. Donc, tout va dans le même sens, c'est sensibiliser les gens aux nouvelles perspectives que sont la technologie, que sont le monde professionnel, et tout ce qui est nouveau sur le terrain. Oui. On a créé des instituts technologiques, on a créé des facultés, comme je viens de dire il y a quelques instants. Et donc, on essaye d'accueillir et recueillir des jeunes pour joindre ces filières. Et donc faire sortir des calibres, faire sortir des cadres bien formés et qui répondent aux besoins du marché du travail. C'est vrai, et même les éléments choisis ou les domaines choisis sont des domaines qui n'étaient pas introduits avant en Égypte. On a vu par exemple une école secondaire pour l'orfèvrerie au Dir Ramadan. Ça, c'était vraiment une nouveauté en ce qui concerne l'enseignement et la façon dont la nouvelle génération s'adapte au marché du travail avec ce genre d'artisanat mélangé à l'art et également mélangé à la nouvelle technologie employée afin de s'améliorer et d'être beaucoup plus professionnel dans un secteur pareil. Oui. Et pour les universités, on a vu, Monsieur le Président, il a regardé au cours de la session d'aujourd'hui au Forum un documentaire concernant une université égyptienne consacré uniquement au monde de l'informatique, le monde digital, numérique, et bien sûr c'est un domaine également tout à fait demandé sur le marché local et international. Selon vous, comment peut-on vraiment profiter de l'expertise dans le domaine de l'informatique afin d'améliorer notre mode de vie en général? D'abord, j'aimerais bien noter que ceci intervient dans la politique de l'État qui essaye de se forger une place dans le monde de l'information, dans le monde de la technologie. L'Égypte a une volonté bien ferme et bien précise et bien claire de se forger une place
dans ce monde-là. Oui. Et le pays travaille, ou l'État travaille sur plusieurs niveaux. Il y a par exemple la coopération internationale. Et donc on a vu déjà la création de l'université égypto-japonaise, par exemple. Il y a également les universités internationales qui ont fait leur entrée sur la scène de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Je ne veux pas citer les noms, mais, mais elles sont bien connues et bien remarquables. Et qui offrent bien sûr des doubles diplômes. Il y a également les instituts privés, les universités privées, etc. Et tout ça, c'est pour répondre et pour relever les défis démographiques, les défis géographiques et pour répondre aux besoins du marché du travail. Mais comme vous venez de dire maintenant, vous avez parlé de quel type d'université? Oui, l'université concernant, qui porte sur l'informatique, le monde de l'informatique. Je pense que ça constitue une pierre angulaire dans cette politique. C'est une des pierres angulaires dans la politique de l'État, parce que l'informatique maintenant constitue un fait accompli. Il faut joindre le train, et si nous ne pouvons pas se mettre au diapason des besoins du marché du travail, de l'international, du progrès scientifique et du progrès numérique, donc nous ne pouvons rien réaliser en matière de développement national. C'est vrai. Alors ce forum, dans sa deuxième édition, aborde de nombreux thèmes importants. On peut citer parmi ces thèmes l'avenir du travail, également préparer et former les jeunes chercheurs au métier du futur, et également les besoins des marchés du travail locaux et internationaux à la lumière des répercussions de la pandémie du Covid, bien sûr, et les changements rapides des compétences et la demande d'emploi sur le marché du travail. On s'arrête là avec cette vague qui a frappé le monde entier, ce défi, cet obstacle, le virus de Covid-19 qui a rendu l'éducation ou l'enseignement à distance une réalité, une nécessité qui a des pour et des contre. Exactement. Selon vous, 2 années en ce qui concerne ce moyen d'apprendre à travers l'apprentissage en ligne. Qu'est-ce qu'on a gagné et qu'est-ce qu'on doit améliorer? Comme vous venez de dire, toujours cette pandémie a créé une atmosphère qui était une nouvelle atmosphère dans tous les pays, non pas seulement en Égypte. Et donc, il avait bien sûr, comme tout autre phénomène, des aspects négatifs et des aspects positifs. En ce qui concerne l'enseignement, je pense que les opportunités qu'a créé cette pandémie, c'est l'orientation du monde entier vers le numérique. Oui. Même si des pays qui étaient en retard, peu développés, en voie de développement, et même les pays développés ont accéléré leurs pas pour améliorer leur plateforme, leur infrastructure numérique. C'est ça pour moi un atout ou un privilège très important je ne peux pas dire de la pandémie bien sûr, mais du système de l'enseignement à distance. Parce qu'avec ce système d'enseignement à distance, on a trouvé nos besoins pour un Internet à haut débit, on a trouvé besoin davantage d'ingénieurs de l'informatique, etc. Et ceci a tourné les visions ou à tourner l'attention vers les nouvelles spécialisations qui se trouvent dans le monde. Par exemple, l'intelligence artificielle, l'ingénierie nucléaire, l'Internet des objets, la biotechnologie, la nanotechnologie, etc. Donc, ça a tourné l'attention vers le numérique et avec tout ce qui entoure le numérique. C'est vrai. Alors, ce forum également porte sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Au cours de l'inauguration d'aujourd'hui, on a vu Monsieur le Président qui met l'accent sur l'importance qu'accorde l'Égypte aux jeunes chercheurs et comment peut l'État
comment l'État peut les aider afin d'accomplir leurs recherches pour le bien de l'Égypte. Dans ce cadre, on voit plusieurs universités qui ouvrent leurs portes actuellement et on peut dire que le grand projet, c'est d'avoir au moins une université par gouvernorat. On a vu des universités de la 4e génération dans les villes de l'Alamein, Al-Galela, au Caire et également en Haute-Égypte, qui proposent des programmes tout à fait nouveaux et tout à fait bien adaptés aux besoins des jeunes et aux besoins des marchés, du marché du travail. Un double diplôme proposé ou un cursus accepté par les universités mondiales et étrangères. Pourquoi ça s'avère important actuellement en présentant ces programmes? Pourquoi on a besoin d'avoir ce genre de collaboration avec d'autres universités et ne pas se contenter de notre contenu égyptien? Aujourd'hui, le président a braqué la lumière sur certains points très importants, dont l'importance de s'ouvrir à l'international, au monde, et de créer de sortes de jumelages avec les grandes universités pour bénéficier de leur expérience, pour former et encadrer des cadres professionnels, des professeurs et même les jeunes. Donc je pense que la création de ces universités à Galala ou à autres gouvernorats, ça tombe bien dans cette orientation, ou oui, dans cette orientation. Oui. Ça va de pair avec l'ouverture sur l'international, le jumelage avec les grandes universités pour hausser ou pour élever le niveau de l'éducation en Égypte et surtout de l'enseignement supérieur. Et le président, il a été vraiment très franc en disant que il n'y a pas de souci de dire que nous avons besoin vraiment de cette expertise et nous avons besoin de ce type de collaboration et de coopération avec les grandes instances et les grandes organisations éducationnelles consacrées à l'enseignement pour profiter de leur expérience et pour vraiment jeter le frein d'un enseignement de qualité. Parce que oui, nous offrons un enseignement qui est accessible à tout le monde, qui peut être gratuit, je parle bien sûr de l'enseignement public, mais on a besoin également de cet atout, l'atout d'un enseignement de qualité pour joindre les pays développés. Nous avons cette volonté, mais il faut également profiter de l'expérience de l'autre. Et donc la création de ce type d'universités spécialisées ou les universités qui offrent double diplôme, etc., ça tombe très bien dans cette politique qui vise l'ouverture sur le monde. Oui, alors ça aide également à un avancement en ce qui concerne le classement des universités égyptiennes, mais également ce n'est pas uniquement avoir accès actuellement à une éducation internationale de haut niveau, de calibre, mais également c'est pour un transfert de la technologie, de cette expertise pour que le corps enseignant égyptien soit à la hauteur d'enseigner en Égypte ou ailleurs comme il était toujours. Alors, où en est concernant ce programme de transfert d'expertise? Depuis l'époque de Mohamed Ali, nous avons ces missions d'enseignement qui vont dans les pays étrangers, comme par exemple à l'époque de Mohamed Ali, les missions qui en France, qui ont introduit en Égypte un nouveau système universitaire et d'enseignement avec l'explorer Rifat Tahtaoui, et cela a continué au fil du temps, mais avec la Nouvelle République, je pense que ça continue. On a adopté la même politique, Justement, mais cette fois-ci, on importe cette nouvelle technologie vers l'Égypte. C'est pas nous qui va aller pour découvrir le monde, mais c'est le monde qui vient au pied de l'Égypte afin que ce soit un programme accessible à tout le monde. En fait, à la lumière de la mondialisation, bien sûr, la question a changé depuis le XVIIIe siècle, le XIXe siècle et aujourd'hui, à la troisième millénaire et avec la Nouvelle République, dans le cadre de la mondialisation, l'import et l'export de l'informatique et de la connaissance, ça devient de plus en plus facile et de plus en plus à l'aise. Donc, je pense que
que l'import de la connaissance, des nouvelles connaissances en Égypte, c'est très normal parce que l'Égypte est un pays ouvert et donc elle a une vision et donc c'est très normal qu'elle importe de la connaissance. Oui. Alors parmi les axes les plus importants qui seront discutés au cours de ce forum, c'est les jeunes et l'entrepreneuriat. Alors les jeunes start-upers, les jeunes entrepreneurs égyptiens, l'Égypte est connue dans ce domaine, surtout en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. On a accompli des pas très importants dans ce domaine. On est un des pionniers sur le marché de l'entrepreneuriat en Afrique et au Moyen-Orient. Selon vous, pourquoi les jeunes Égyptiens s'orientent actuellement vers ce monde d'aventure peut-être, mais qui donne des résultats tout à fait satisfaisants pour la société et pour les jeunes? Si on peut dire, si je peux emprunter un terme anglais, c'est le trend, mais c'est le trend économique dans le monde tout entier, l'entrepreneuriat. Et l'Égypte a été l'un des pays pionniers dans ce domaine et qui a proposé ce concept aux jeunes et au monde des affaires à travers les différents forums, comme par exemple le forum des jeunes, le forum mondial des jeunes, où on initie les étudiants et les jeunes à ce monde des affaires qu'est l'entrepreneuriat. Et l'Égypte a également offert une gamme de solutions de business à ces jeunes pour les encourager à trouver de nouveaux offres d'emploi ou de créer de nouveaux offres d'emploi. Et quelles sont les nouvelles compétences offertes par ce nouveau système éducatif, que ce soit pour les plus jeunes qui sont par exemple scolarisés ou les plus âgés à l'université par exemple? Quelles sont les compétences qu'on doit acquérir aujourd'hui et qui s'adaptent bien à ce nouveau monde? Aujourd'hui, pour répondre à votre question, je me rappelle du discours de son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Khaled Abdelghaffar. Dans une intervention aujourd'hui, il a dit que aujourd'hui et dorénavant, un étudiant ou un diplômé ne lui suffit pas un diplôme pour qu'il accède le marché du travail. Mais il lui faut des compétences et en parallèle pour qu'il puisse accéder au monde du travail et se mettre au diapason de ces exigences. Et là, je peux vous répondre en disant que parmi ces compétences figurent en priorité les compétences informatiques. Sont les compétences informatiques, sont les compétences de communication également, pas seulement la communication au niveau scientifique, mais la communication interpersonnelle. Sont ces compétences, comme j'ai dit, je viens de dire, les compétences de communication, les compétences de l'informatique. Je pense que ce sont les deux compétences les plus importantes à acquérir pour un candidat pour qu'il puisse accéder au monde ou le marché du travail. En parallèle avec le deuxième forum mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, également, Monsieur le Président a assisté aujourd'hui à la conférence de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ISESCO. Alors, quand on parle d'une organisation pareille, on parle également échange éducatif et échange d'étudiants et des programmes d'enseignement. Comment l'enseignement et l'éducation peuvent-ils être des outils afin de mettre les étudiants et les jeunes sur les bons rails et afin de lutter contre des idées peut-être qui sont des idées nuisibles à la nouvelle génération et à la stabilité des nations et de la région? En fait, le président a mis en garde, il met toujours en garde contre les idées d'obscurantisme et d'extrémisme qui sévissent dans les sociétés des États islamiques. Et de telles idées extrémistes sont de nature à dérouter les gouvernements de leur bon chemin, de la réalisation de leurs priorités. Et donc, l'enseignement et l'éducation doivent
répondre à ce besoin, doivent combattre ces idées obscurantistes, ces idées extrémistes et y mettre terme, bien sûr, et en plus commencer à jeter le front des idées illuminées et créer de nouveaux parcours. C'est tout. Oui. Alors comment, en introduisant de nouveaux programmes scolaires et universitaires, ces programmes peuvent-ils être employés afin de lutter contre ces idées erronées? La réforme, moi je salue les efforts de l'État égyptien quant au changement, quant à la réforme du système éducatif qui commence depuis la maternelle et jusqu'à l'infini. Parce que l'État appuie maintenant et fournit son soutien, un grand soutien à l'enseignement. Moi, je pense que l'enseignement ou l'éducation d'une personne prend la forme d'une pyramide, mais dont le sommet est ouvert. C'est-à-dire, à commencer, la pierre de fondement, c'est la pierre de la maternelle, et puis, etc., le collège, le lycée, l'université, les études post-universitaires, magistère, doctorat, et c'est jusqu'à l'infini. Et l'Égypte a bien commencé depuis la base de cette pyramide jusqu'à le sommet, disons le sommet qui va être toujours ouvert, c'est l'université. Et cette attention accordée et cette réforme voulue va donc changer s'il est bien formé, s'il est bien conçu. Et bien sûr, je salue également l'ouverture du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur à l'international et la coopération avec les grandes organisations comme l'UNICEF, l'UNESCO, qui apportent des programmes et qui nous aident à créer de nouveaux cursus, de nouveaux curriculums qui répondent aux besoins d'éliminer les idées extrémistes, l'obscurantisme, etc. et de créer de nouvelles atmosphères propices au développement et à l'épanouissement du pays. Également, on a constaté que ces programmes ne sont plus des programmes théoriques uniquement, mais il existe toute une gamme d'activités et d'interactions qui aident les étudiants à se développer et à s'épanouir. Exactement. Est-ce que vous l'avez constaté à travers votre travail qu'il y a un changement en ce qui concerne cette théorie? Certainement, et j'ajoute à ce que vous venez de dire l'interdisciplinarité. L'importance accordée à l'interdisciplinarité a commencé à changer les mentalités même de ceux qui conçoivent les programmes, ceux qui mettent les programmes, et la mentalité des élèves, des professeurs, de tout le monde, de toutes les parties concernées par l'enseignement en général. Cette interdisciplinarité qui fait, par exemple, le mélange entre la science, les langues, les mathématiques, etc., l'art, donc a donné une sorte de passion à un élève à apprendre et à garder et à mémoriser les apprentissages qu'il a reçus, et même à donner un peu de passion, je ne peux pas dire un peu plus de passion aux professeurs, parce qu'ils ont trouvé du sens de ce qu'ils présentent comme apprentissage. Ce n'est pas toujours du copier-coller, ce n'est pas toujours apprentissage par cœur. Maintenant, il y a la partie de réflexion, la partie de participation, d'activité, et donc ça fait beaucoup changer la plateforme de l'enseignement. Je vous remercie infiniment, Madame Inès Anwar, et je rappelle que vous êtes enseignante. Merci bien d'être avec nous aujourd'hui. Et chers téléspectateurs, c'était notre édition aujourd'hui afin de parler du deuxième forum mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tenu sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Merci pour votre attention et à demain une nouvelle équipe pour notre programme direct. Passez d'agréables moments. Au revoir.